Dans ce livre de Saviana, ils avaient prévu la chute de Bamako en décembre 2025 et annonçaient même la capture de son excellence Assimi Goïta par les terreaux. Dans le même ouvrage où j'ai lu hier, les périodes de octobre, novembre, décembre, surtout novembre et décembre, les médias annonçaient la chute du Mali. On disait que le Mali sera envahi de terreau. Ils ont même parlé de califat. Et ce mot-là, califat, nous on a beaucoup entendu ça en novembre, tu te rappelles. On était Bien sûr. à Bamako ensemble. Mais elle l'a dit donc dans le livre 1 an avant que ça se produise. 1 an avant. C'est écrit là devant toi en noir et en blanc. Elle prédit ce qui allait se passer au Mali sans dire qu'il y aurait une crise de carburant. Et elle annonce même dans le même livre là que Assimi Goïta serait capturé en décembre 2025. Bon, selon vous, chers auditeurs, ce qui s'est passé au Mali entre novembre et décembre, c'était quoi l'objectif de la crise de carburant? Ils étaient certains que Bamako allait tomber. Rappelle-toi, ces médias-là étaient certains que Bamako allait tomber. Jusqu'ils disaient que les terreaux étaient à 10 km, mais ils avaient même encerclé Bamako. C'est qu'elle a dit. Tu vois, Tania, pour cacher la vérité à les noirs, mettez ça dans des livres. C'est tout. Ce n'est pas et les gens viennent. Qui le livre. Il était juste en train de lire le livre d'Alessandra, mais ce n'était pas Dani. Donc à quel moment vous vous prenez à Dani? Eux-mêmes, ils l'ont dit plusieurs fois, vous suivez dans mes lives, même Dani, plusieurs fois, on vous dit qu'ils disent que le Sénégal sera attaqué. Et moi, quand j'étais à Bamako, par ce voyage, le voyage de novembre, on m'avait envoyé un média qui disait que les terrors essayaient de passer par l'eau pour rentrer Tania, au Sénégal. Donc, Tania, je ne te coupe pas. Tania, je ne te coupe pas. J'ai lu et relu ce livre. Je te garantis aujourd'hui que si la crise du carburant, si les terreaux avaient réussi leur plan, le livre là, le livre qu'on a vu là, ça doit être le témoin de ce scénario. Donc, si Bamako sombrait en décembre, je te le dis, 100%, on allait revenir ici en janvier et dire que, le livre là nous avait dit la vérité. Mais ça a échoué. Mais, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo d'hier. Le projet a échoué, mais l'idée reste. Reste. Tu comprends un peu, Tania? Exactement. L'idée reste. Et il y a une partie qui est importante dans ce livre. Ils le disent. La chute de Bamako entraînera de facto la chute du Burkina. Exactement. Ils ont parlé du Burkina. Exactement. Depuis 3 mois, les attaques se concentrent chez qui, Tania? Depuis septembre, faisons un peu une analyse globale. Ils sont concentrés sur Bamako. Qui est de manière violente le plus attaquant les 3 pays? C'est le Mali, hein? Le Mali, ils sont concentrés sur Bamako. Que ce soit même, que ce soit sur les attaques médiatiques, c'est le Mali qui subit le plus. Exactement. Ce n'est pas le Burkina ni le Niger. On avait même comme l'impression qu'entre septembre et décembre, on avait oublié le Burkina et le Niger. Mais ils ne sont pas bêtes, Tania. Ils savent très bien que les 3 pays, bien sûr, ils savent très bien que les 3 pays reposent sur un trépied. Tu supprimes un pied, les 2 autres tombent. C'est logique, Tania. Moi, quand j'ai lu le livre, je n'ai même pas eu besoin de réfléchir 2 secondes. Si le Mali tombe, le reste tombe. Il faut être naïf pour ne pas l'accepter, Tania, en 2025. Par contre, si le Burkina tombe, je ne suis pas sûr que le Mali et le Niger vont tomber. Non, ils vont venir même. Je ne suis pas sûr. Du Burkina. Mais si le vaste pays du Mali que nous connaissons là tombe, c'est fini pour le Sahel. C'est un Libye bis. D'ailleurs, Tania, elle le dit même dans le livre. Elle préparait le Burkina à un scénario libyen. Ou bien, elle a parlé aussi de la Syrie. Et elle a parlé de la Syrie et de la Somalie. Elle a dit... En tout cas, on continue. S'il vous plaît, taguez-moi Ibou. S'il vous plaît, taguez-moi Ibou. Voilà. Il sera trop bien dans cette analyse aussi. Avec Dani. Donnez plus les cadeaux à Dani. D'accord? Il nous donne de son temps aujourd'hui. Donnez plus ça à Dani. D'accord? On lit encore le 2e paragraphe qui nous dit 2 attaques djihadistes ont été menées au même moment. On est toujours au Sénégal. Hein? Je répète. Elle parle de des attaques
au Sénégal, de ce qui est prévu au Sénégal. L'ambassade de France, et elle nous dit, à l'ambassade de France, il y a eu un bilan lourd de 76 personnes qui sont mortes, dont 42 Français. Le livre se trouve sur Amazon. Je crois hier, j'ai vérifié les $22 sur Amazon. Donc, en CFA, j'ai dit en CFA, en euros, il n'est pas trop cher. On recense environ 22 blessés, 76 morts, donc 42 Français et 220 blessés. 2 attaques djihadistes ont été menées au même moment. La première, un attentat au couteau devant la mosquée Massalikoul Djaman, au lieu du Soufiane de l'Afrique, de l'ouest de Dakar, a fait 2 morts et 1 blessé. Le second opératoire est celle de l'ambassade de France. C'est-à-dire, au même moment, il y aura 2 attaques. Une dans une mosquée et une à l'ambassade de France. A été déjoué par les autorités. Le conducteur a été tué d'une balle à la tête alors qu'il fonçait sur la résidence du chef d'État. C'est-à-dire, c'est 3 attaques. Celle de l'ambassade de France a réussi, celle de la mosquée a réussi, mais il y avait une 3e qui visait la résidence du chef d'État au Sénégal. Et le conducteur a été tué par une balle dans la tête. Pendant les 6 prochaines heures, alors que les flammes dévorent le sud de la ville et que les résidents cherchent en gare à constater les secours, une équipe de déminage va s'activer tant bien que mal à désamorcer les 900 kilos de chars explosifs contenus dans le coffre de la voiture. C'est le coffre de la voiture de celle qui partait sur la résidence du chef d'État, c'est ça, Danny? Ok, d'accord, ok. Dans un autre palais situé à 4395 km de là, rue de Faubourg Saint-Honoré à Paris, Emmanuel Macron va devoir faire face à l'attentat le plus meurtrier pour les Français hors du territoire national. Alors que les scènes de chaos à Dakar n'arrêtent que de circuler sur les réseaux sociaux, l'exécutif se trouve face à ce que nombre d'observateurs avaient présenté comme inéluctable depuis le départ des militaires français de la région, poussés hors de l'Afrique sahélienne par une succession de coups d'État militaires. La situation locale n'a fait que s'empirer. Bon, Danny, pourquoi les Sénégalais t'ont insulté après ça? Après, je sais pas, moi-même je suis très surpris, mais après, je peux pas dire les, je dois dire des, parce que c'est pas tous les Sénégalais. Ouais, certains Sénégalais ont compris ce. D'ailleurs, même ma vidéo était explicite. Oui, tu as une autre question? Non, c'est bon, on va continuer. Ceux qui demandent, on parle du Sénégal, oui, c'est une journaliste française qui a interrogé des officiers français qui ont parlé des scénarios dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Là, ils sont en train de parler du Sénégal. Et ils sont en train de dire qu'il y aura des attentats au Sénégal, terroristes au Sénégal. Dans l'ambassade de France, il y aura des morts et des blessés. Ce n'est pas nous, on le dit. C'est un livre d'une journaliste française qui allait interroger des officiers. Faudrait comprendre. Faudrait pas mettre sur nous. Voilà. C'est bon, Dani, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je dis au lieu de mettre sur nous, qu'ils aillent porter plainte. Je dis au lieu de mettre sur nous, qu'ils aillent porter plainte aux auteurs de ce livre. C'est tout, non? Bon, ils viennent s'attaquer à moi au lieu de s'attaquer à l'auteur du livre, à la fin. Mais vous, je sais pas ce que vous mangez, hein, les gars, ou c'est du riz en caoutchouc. Et vous attaquez à celui qui a écrit le livre, et aux personnes qui ont donné leur avis concernant ce livre. Et même aux personnes qui ont élaboré les scénarios. Parce qu'ils sont nombreux, hein. Il y a les experts militaires, il y a les géopolitologues, il y a les docteurs en géopolitique, en politique, il y a des chercheurs, il y a des experts dans la question sahélienne. Ils sont nombreux, il y a même des diplomates qui sont dedans.
Donc, Oui, il y a ils sont une nombreux, Mohamed, allez-y les je vois chercher. une Malienne, Ah. voilà. Ok, on continue. Dans le pire des scénarios, les groupes djihadistes continueraient d'avancer. Ils formeraient une alliance avec des groupes pushistes ayant des revendications très locales. Confirme le docteur Benjamin Petrini. Mais c'est ce qui est en train de se passer actuellement ou bien, Dani? Précision, le livre a été rédigé en 2024. 2024. Attends. Ah. On a vu le 22 passé, un imam du Mali faire une sortie en Algérie qui a dit qu'il veut faire une coalition. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Dani? L'imam dit quoi? Ah, ok, d'accord. Écoutez très bien ce qui est dit ici. Elle nous dit, je reprends la phrase, dans le pire des scénarios, les groupes djihadistes continueraient d'avancer. Ils formeraient des alliances avec des groupes pushistes ayant des revendications très locales. Affirme le docteur Benjamin Petrini, chercheur à l'Institut international d'études stratégiques, IISS, spécialisé dans la région sahélienne. C'est-à-dire qu'elle est partie interroger, pas des personnes lambda, elle dit même le nom des personnes qui ont parlé. D'accord? Ces combats communs sont d'ailleurs déjà en train d'arriver. Qu'est-ce qui s'est passé à Tezawaten, Dani? Je crois que le gym s'est associé au FLA. Bien sûr. En fait, c'est une projection, non, c'est une projection de la guerre, tout simplement, qui est exposée dans ce livre. Alors, j'ai lu un commentaire qui dit que ils le font pour nous diviser. Faut être naïf encore pour le penser, hein. Franchement. Faut être naïf. Je sais pas qui l'a dit là en commentaire, mais faut être naïf. On te dit le livre a été écrit en 2024. On t'annonçait. Elle écrit, écoute bien, frère. Je sais pas si tu as un frère ou une sœur. Le livre est écrit en 2024. Elle t'annonce dès 2024 la chute de Bamako entre octobre et décembre 2025. Question banale. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali entre octobre et décembre 2025? On a tous vu avec les citernes. On a tous vu la propagande sur Bamako. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous ouvrez vos oreilles? Quelqu'un te dit en 2024, quelqu'un te dit un an avant. De l'armée française. Voilà. Quelqu'un te dit en 2024 que Bamako va tomber en décembre 2025. Qu'est-ce qui s'est passé entre octobre et décembre 2025? Et vous dites qu'on est en train de diviser les Africains sur ce livre. Mais quelqu'un a projeté la déstabilisation de vos pays un an avant, vous venez nous dire qu'on divise les gens d'un livre. Quand même. Pensez que la crise du carburant, là, ça avait quoi pour objectif? Depuis l'année dernière, on voit ces groupes armés en train de s'unir. Oh. Le GIM a dit officiellement qu'eux seuls ne pouvaient pas prendre Bamako et qu'ils avaient besoin d'alliance. À Kinshasa, c'était le FLA, le GIM, et puis je ne sais pas s'il y a d'autres encore. On avait dit qu'on sortit il y a quelques jours, le 22 décembre, là, on avait dit qu'on sortit, coucou le Roby, comment tu vas? Dit qu'on sortit et parler on avait dit qu'on sortit et parler de coalition. De quoi est-ce que vous parlez? C'est des trucs que, c'est là, c'est des trucs, c'est là, et elles donnent, les personnes qui parlent, elles donnent les noms. Pourquoi ces personnes, ces docteurs, ces officiers-là, pourquoi ces personnes-là sont pas partis porter plainte? Si le livre est sorti depuis 2024, pour dire que non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte?
Vous n'avez pas posé la question. Kadi est en train d'écrire le titre du livre qui est les scénarios noirs de l'armée française. Là, ils ont parlé de plusieurs scénarios. Mais là, nous, on est en train de lire le scénario sur l'Afrique de l'Ouest. Coucou Roro. On est en train de parler on est en train de lire le scénario sur l'Afrique de l'Ouest. Le livre est disponible dans certains trucs. J'ai vu sur Amazon hier, c'est que $22. Je sais pas en euros, ça fait combien calculer. D'accord. On y va. Attendez, Ok. Ces combats communs sont d'ailleurs déjà en train d'arriver. Les djihadistes exploitent des conflits intercommunautaires comme ils ont pu le faire en Syrie et en Irak. Bon, ça là, je ne sais pas si on doit vous dire, mais vous savez très bien ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qui est en train de se passer. Les bénéfices de l'action de la coalition démarrée en 2013 ont peu à peu été engloutis par l'avancée des terroristes qui occupent des postes de rébellion d'une zone de plus en plus étendue. Si la dynamique actuelle se poursuit, nous nous dirigeons vers une situation intermédiaire à celle que nous connaissons aujourd'hui en Syrie, estime Jonathan Giffard. Qu'un califat soit ou non proclamé, on se dirige vers des zones entières dirigées par Al-Qaïda qui occupent déjà toute une partie du nord du Mali. Nous allons vers la syrianisation ou même la somalisation, c'est-à-dire un fragment complet de la région avec les poches contrôlées par des entités très disparates qui tentent de prendre le contrôle. La syrianisation, Dani, la somalisation, elle a employé ces mots. Que j'aime très souvent le dire, l'objectif aussi quelque part, ce n'est pas seulement la balkanisation de la RDC, c'est la fracture interne de toute l'Afrique, c'est voir des micro-États naître dans des États, c'est ça la réalité. Ça a commencé avec le Soudan, la Somalie aujourd'hui. Personne ne s'interroge sur le pourquoi aujourd'hui Israël reconnaît le Somaliland. Je vois personne en parler. Ça n'intéresse personne. Oui, j'ai vu la vidéo hier. Oui, ça n'intéresse personne, mais si demain Israël signe un traité d'assistance mutuelle avec le Somaliland et que la Somalie entre en guerre contre le Somaliland, Israël entre en guerre en Afrique. Ça, c'est aussi des perspectives. Tu vois, les Africains ne s'intéressent pas en fait. En fait, tout le temps, ils te diront que ce qui se passe ailleurs, ça ne nous intéresse pas, jusqu'au jour où le malheur frappe à leur porte. Nous voyons ce cas en RDC. Aujourd'hui, il y a un fameux pseudo-traité de paix signé entre les États-Unis, le Rwanda et la RDC. Mais dans le fond, est-ce qu'il y a vraiment un traité de paix? Est-ce que la guerre est terminée? Non. On est en train de créer des micro-États un peu de partout en Afrique, mais c'est quoi le but? Mais c'est de créer une Afrique instable. Exactement. Un continent ingouvernable. Tania, personne ne se développe dans l'insécurité. C'est la base. Personne ne pense au développement dans l'insécurité. Ça n'existe pas. Personne n'investit dans l'insécurité. C'est pas possible. L'Afrique, tant qu'elle est instable, elle ne sera jamais unie et développée. Les gens disent que nous nous divisons. Mais nous sommes divisés depuis la nuit des temps. Vous n'arrivez même pas à vous rendre compte. Ils ont réussi à créer des outils de division. Et malheureusement, c'est quand même drôle dans l'histoire, Tania, je pense que c'est à toi-même que je l'expliquais. Toute leur tentative de déstabilisation, de manipulation, ils l'écrivent dans des livres. Ils ne se cachent même plus. Tania, je te dis la vérité, ils ne se cachent même plus. Hein. Ils font même des émissions, ils le disent à haute et intelligible voix. Mais c'est comme si l'Africain, je sais pas, hein, Tania, j'essaie un peu de comprendre la psychologie des uns. C'est comme si on a bouché le cerveau des gens. Quelqu'un te dit face to face, nous allons faire ça au Sahel dans 20 ou 30 ans. Ça ne dérange personne. Ils disent, j'ai même été surpris. Nos propres frères viennent nous dire que c'est nous qui l'avons inventé. Pourtant, c'est eux qui l'ont dit.
J'ai même été surpris de lire certains Sénégalais qui me disent en commentaire, nous on s'en fout de ça, on préfère suivre la CAN. Je suis resté. En fait, Tania, moi, je vous invite à aller regarder les commentaires dans ma vidéo d'hier. Vous serez choqués. Vous n'arriverez même pas à croire ce que moi-même je lis là-bas. Tania, le mal est profond en Afrique, hein. Trop profond. Le mal est profond, hein. Je te le dis aujourd'hui. J'ai compris la lacune des uns derrière ma vidéo d'hier. Je comprends le pourquoi et comment on a réussi à nous manipuler en Afrique, hein, et même à nous diviser. C'est parce que les gens ne s'informent pas, hein. Regarde, une vidéo d'1 minute dépasse les gens à suivre. Mais un match de football d'1 heure ne dépasse personne. Tout le monde est prêt à regarder un match Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, Cameroun. 1 heure, ils sont concentrés. Mais 1 minute de temps pour lire une information qui peut te sauver la vie à toi et tes enfants, ils ne peuvent pas le faire. Ma vidéo d'hier, Tana, expose les lacunes des gens et présente à la communauté internationale, pour ceux qui nous suivent, le comment et le pourquoi ces gens occidentaux ont réussi à nous manipuler. C'est parce que l'Africain n'est pas futé. C'est ça la vérité, Tania. Mais c'est triste, mais bon. Comme tu le disais par rapport au Somaliland, mais nous assistons à ça, Tania. Le Mali, c'est quoi selon toi? Le nord du Mali, là, c'était quoi? Mais c'était une façon de diviser le Mali en deux. Oui. Et moi, je pense que je te l'avais dit il y a 2 ans. L'objectif derrière l'accord d'Alger n'était pas seulement de prendre possession du nord, c'était d'envahir aussi le sud plus tard. C'est ça la vérité. C'était de contrôler de manière logique le nord et le sud du pays. C'était d'installer des bases militaires, de prendre le contrôle total de toutes ces ceintures sahéliennes. Exactement. C'était d'avoir un contrôle, une influence totale sur l'Afrique de l'Ouest et sur le golfe de Guinée. Exactement. Le Mali, c'est le cœur du Sahel, Tania. Qui contrôle le Mali contrôle le Sahel, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Faudrait-il encore être ignorant aujourd'hui pour ne pas le reconnaître? Donc, le danger est là. Les Occidentaux savent très bien que la pièce qu'il faut automatiquement retirer du puzzle, c'est le Mali. C'est par le Mali que cette lutte a commencé, Tania, l'AES là. Les gens oublient, hein. C'est le Mali qui a un peu cette idéologie de souverainisme, hein, d'indépendance, hein, d'union. C'est le Mali. C'est Assimi Goïta qui fait partie des premiers dirigeants de l'AES à dire, si vous touchez le Niger, j'interviens. C'était pas Ibrahim Traoré, c'était Assimi, hein. C'est Assimi le premier à chasser les Français. Faut pas oublier l'histoire, les amis. C'est Assimi le premier à avoir défié l'Occident en Afrique, hein, après la chute de Kadhafi. De tous les dirigeants qui sont venus après Kadhafi, c'est Assimi le premier, hein. C'est la base. Et c'est par lui que tout, oui, mais c'est par lui que tout va finir, Tania. Parce que c'est Assimi que les gars là veulent automatiquement déboulonner. C'est ça la vérité. C'est le gars, c'est lui qui dérange dans la pièce. Donc qu'est-ce qu'il faut? On mène on crée 3 types de menaces. Les menaces terreau par les armes, les menaces terreau économiques. Économique, ouais. Et l'arme la plus fatale, la menace terreau médiatique. Médiatique. Informationnelle, de communication. C'est grave, hein. Aujourd'hui, les Maliens se questionnent, mais pourquoi eux? Mais logique. Vous êtes la pièce, le centre même de ce combat. Vous êtes la base de ce combat. L'AES n'existerait pas sans le Mali. Ce n'est même pas un débat. C'est même pas une discussion. C'est une vérité, elle est factuelle. Si le Mali n'existait pas, Assimi n'existait pas, il n'y aurait pas d'AES. Il faut être clair. Et si Assimi ne se penchait pas, Tchani ne serait pas au pouvoir à l'heure actuelle parce qu'il aurait attaqué. Il aurait attaqué. Et il faut qu'on dise ces vérités, Tania. Oui. Si Assimi, bien sûr. Parce qu'on a bien sûr, si Assimi ne disait pas, vous ne touchez pas le Niger, les gars auraient attaqué le Niger. Parce que le Niger serait sans défense. Le Niger a vu 2 pays frères se rallier à sa cause. C'est pour ça que la CEDEAO n'a pas attaqué, il faut faire attention. Ils n'ont pas attaqué parce qu'ils ne pouvaient pas, ils l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur de la réaction des 3 pays unis. C'est qui aurait automatiquement plongé le Sahel et la région dans le chaos. Donc vous êtes au centre d'un combat. Ne vous étonnez pas que toutes ces attaques soient multipliées contre vous.
Parce que si vous tombez, c'est l'AES qui tombe. Tania, on réinverse les rôles. Réinversons un peu les rôles. Si, à cause du Mali, ils n'ont pas pu attaquer le Niger, ça sous-entend une chose. Si le Mali tombe aujourd'hui, ils vont réattaquer le Niger. Même le Burkina. On réinverse juste les positions. Si le Mali sombre, le Niger est sans défense. En fait, même dans le livre, là, qu'est-ce qu'ils disent? Le deuxième pays à tomber après le Mali, c'est le Burkina. Le Burkina, oui. Elle a mis dans le livre. C'est qui est logique. Et le Niger, ce sera très facile. Parce qu'il y a les terreaux au nord du Bénin. Avec toute la masse qui sera concentrée à ses frontières ouest, plus celle qui sera concentrée à son sud. Mais c'est terminé. Ce sera une question d'heures ou de jours. Mais, en tout cas, quand on vous dit c'est un combat qui est très lourd. Et pourquoi, dès qu'elle finit au Sénégal, elle vient parler du Mali, c'est ce que Daniel te dit. La base de l'AES, c'est le Mali. C'est le général Assimi. Hier, il y a quelqu'un qui avait mis en story la vidéo le communiqué du premier ministre malien, Aboulaye Maïga, le général Aboulaye Maïga, où il disait, je répète, j'ai tellement kiffé, j'ai oublié d'écrire à la personne de m'envoyer cette vidéo, j'ai écrit tout à l'heure, ramène-moi cette vidéo pour que je puisse la publier. C'est ça là qui est la base là. Parce que quand le général Assimi dit, si vous attaquez le Niger, c'est que nous on soutient le Niger, c'est que nous on va aller aider le Niger. Mais attends, c'est un affront, pas seulement à la CEDEAO, mais à la France, à l'impérialisme. Donc vous pensez que toute cette propagande, tous ces scénarios qu'ils font pour faire tomber le Mali, vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que c'est la racine. Pourquoi j'appelle le président général Assimi Goïta? Pourquoi je l'appelle le roi? Vous allez comprendre quand je le dis. C'est le roi. C'est lui la base. C'est lui. Dans tout ça, c'est lui la base. D'accord? Mais même le Tchad est cité dans le livre, les gars. Le Tchad même est cité où il y a un général qui a fait un coup d'État. J'ai dit, écoutez, soyez patients. Parce que ce scénario-ci sur l'Afrique de l'Ouest, on va tout lire. Et on va décortiquer. Je répète, et on va décortiquer. Et on va aller paragraphe par paragraphe pour que vous puissiez comprendre que Dani n'a rien à voir dedans. Alessandra Saviana n'a rien à voir dedans. Ce sont des officiers, des docteurs, des chercheurs qui, eux, ont parlé de ces scénarios-là. Tous ces militaires français, c'est les scénarios. D'accord? On y va. Terminer le temps où la coalition internationale collaborait militairement avec les pouvoirs locaux pour combattre les djihadistes. Au fil des 3 années, les opérations militaires de soutien ont été peu à peu réduites à la portion congrue, car elles n'ont pas complètement disparu. La France, en particulier, est la première victime de cette série. Il y a beaucoup eu le départ des militaires français de la base de Gossi au Mali en avril 2022. Mais, puis la rupture par la junte malienne des accords de défense avec Paris. Un mois plus tard, moins d'1 an après, l'armée burkinabé, en février 2023, a mis un terme à la présence des forces françaises dans le pays. 3 semaines après la fin des accords de défense par le gouvernement de transition alors en place. En septembre 2023, en plein conflit avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui tentait de remettre en place le président légitime au pouvoir à Niamey, la junte nigérienne a aussi prié les Français de quitter les lieux. Fini Barkhane, fini Sabre, fini avant même d'avoir été baptisé l'opération de réarticulation des forces françaises au Niger, redéployée après la fin de l'opération malienne. Les 1500 soldats français
de la base de Niamey ont été redistribués en catastrophe entre nos bases permanentes restant dans la région, à N'Djamena au Tchad, près d'Abidjan en Côte d'Ivoire, à Dakar au Sénégal, sur la base de Djibouti et dans la périphérie de Libreville au Gabon. Ah, Seigneur. Tana, tu te rappelles quand ils ont annoncé le départ des troupes françaises. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, hein, vous les avez vus atterrir à Paris. Vous les avez vus atterrir en France un jour. Moi, en fait, Tania, depuis 1 an, 2 ans, c'est la question que je pose sur TikTok. Les Français disent qu'ils quittent. Vous les avez vus. Vous les avez vus atterrir là-bas en France. Vous avez même vu une cérémonie d'accueil. Rien. Ils sont passés donc où? Ah, le livre nous informe les pays où ces soi-disant forces françaises chassées de ces soi-disant pays africains libres aujourd'hui stationnent là-bas. Ah, c'est pas nous, Tania, hein, c'est eux-mêmes qui le disent aujourd'hui. Ah, et c'est comme ça qu'ils disent, ouais, la France n'est plus en Afrique, c'est terminé la coopération militaire, nos soldats sont rentrés, vous les avez vus. Taya, tu peux poursuivre, hein? Tu peux poursuivre. En fait, les autres, on disait que mais non, ils ont été envoyés en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, en N'Djamena. Quand on a dit, ils ont dit non, vous mentez. En fait, c'est la partie où ils nous prennent pour des menteurs. Maintenant, eux-mêmes, ils viennent dire comment ils ont dispersé, ils ont dispatché ces armées-là. Ah, yo. Non, on est là, on vous regarde. C'est vous qui connaissez. Eux-mêmes, ils viennent dire. Qui dit vous dites de relire la partie là pour que vous puissiez comprendre. De relire. Ils nous disent, attendez, je relis, c'est, voilà. Fini avant d'avoir été baptisé l'opération de réarticulation des forces françaises au Niger, redéployée après la fin de l'opération malienne. Les 1500 soldats français de la base de Niamey, ceux qui ont quitté Niamey là, hein, de la base de Niamey ont dû être redistribués en catastrophe entre nos bases permanentes restant dans la région à N'Djamena au Tchad, près d'Abidjan en Côte d'Ivoire, à Dakar au Sénégal, sur la base de Djibouti et dans la périphérie de Libreville au Gabon. C'est-à-dire les 1500, même le Niger disait qu'ils ne savaient même pas combien ils étaient. Ils étaient 1500 au Niger. Les 1500 là ont été partagés ainsi. Tchad, Sénégal, Côte d'Ivoire, Libreville et puis Djibouti. Voilà, c'est ce qui nous informe. Maintenant, après ces déménagements successifs, l'état-major français n'a pas eu le temps de souffler. Nous risquons aujourd'hui de perdre petit à petit nos points d'appui en Afrique. Estime le général des brigades aériennes, Jean-Daniel Testé. C'est pas n'importe qui a parlé là, Dani. C'est pas n'importe qui. Le général de brigade aérien, Jean-Marie Testé. Le Niger perdu. Le Gabon ou encore la Côte d'Ivoire pourrait aussi être déstabilisé assez vite, comme le Mali l'a été. Attends, je réponds. Je réponds, Dani. Parce que quand je dis à mes frères qu'il y a les terreaux au nord de la Côte d'Ivoire, ils ont dit non. Je reprends la partie. Le Niger perdu, c'est le même général des brigades aériennes là qui le dit. Le Niger perdu, le Gabon ou encore la Côte d'Ivoire pourrait aussi être déstabilisé assez vite comme le Mali l'a été.
Ces points d'appui sont nos points forts en Afrique. La disparition de ces points d'appui sera pénalisante à la fois pour l'anticipation des crises et dans notre réactivité face aux événements. Je continue. En juillet 2024, retenez la partie là. En juillet 2024, c'est-à-dire, elle a donné des dates comme cela, hein, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils avaient prévu. Là, on va au Tchad. En juillet 2024, alors même que les Jeux olympiques venaient de s'ouvrir en grande pompe à Paris, le pouvoir tchadien, à son tour, montrait des signes de faiblesse. Le vendredi 26 juillet, au moment où les athlètes venus de tous les pays défilaient sur la scène, un général proche du mouvement des transformateurs a renversé le président Mamadi Idriss Déby, assurant la mise en place rapide d'un gouvernement de transition. Dani, on va pas à pas. Déjà, le parti Les Transformateurs, on peut en parler? Tu sais qui est le président de ce parti-là? Oui, bien sûr, vas-y, tu peux continuer, je connais. Au Tchad, pour ceux qui ne savent pas, le président de ce parti-là est un ancien ministre actuellement qui est en prison. Les Transformateurs, le président de ce parti est Sucé Massara. Je dis actuellement, il est en prison. Il dit Déby l'a mis en prison pour tentative ou bien manigance contre le gouvernement. Et oui, je n'ai pas trop parlé de ça, mais oui. Et elle nous dit que ça allait se passer, je crois, en juillet, le 26 juillet 2024. Mais nous nous rappelons aussi que dans même 2024 là, Idriss Déby a dénoncé les accords de défense et a rompu les accords, n'est-ce pas, avec la France. Vas-y, Dani. Tu peux poursuivre la lecture, hein. Vas-y. Idriss Déby rompt les accords de défense avec la France où il demande au Tchad, il demande à la France de faire truc, de quitter son pays. On a vu une cérémonie officielle où l'armée française est en train de quitter le Tchad. Actuellement, je vous parle, le Tchad est beaucoup attaqué. Mais le plus surprenant, c'est que ce général dont ils ont parlé là, qui a renversé Idriss Déby, est proche du mouvement Les Transformateurs qui, eux, ont leur président actuellement, Sucé Massara, en prison. Sucé Massara a été accusé de complot contre le gouvernement. Est-ce ça? Là est la question. Là est la question. Comment ça se fait-il que elle nous parle du 26 juillet 2024 où un général va renverser Idriss Déby et en 2025 Sucé Massara est arrêté pour complot contre le gouvernement tchadien. Et en fin 2024, le gouvernement tchadien rompt les accords de défense avec la France. Il demande à leur armée de quitter leur territoire. L'histoire du Tchad, ou bien on vous explique comment vous aviez compris. C'est-à-dire, ils avaient préparé un scénario pour déstabiliser le Tchad. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'il y a un général qui va prendre le pouvoir et il va rompre avec la France. Aux dernières nouvelles même, ils disent Déby est maréchal. D'accord? On continue. Le Tchad a été très fragilisé par sa propre transition à la mort en avril 2021 d'Idriss Déby, c'est-à-dire le père de Mahamat Déby. D'accord? Le père du président actuel. Répond Jonathan Gifa, qui est lui, je crois, c'était quoi? Lui, c'était un chercheur, non? C'est ça, Jonathan Gifa. Voilà.
À ce problème interne s'ajoutent les menaces extérieures auxquelles le pays est confronté. Au nord de la Libye, où sont présents les rebelles au pouvoir tchadien, mais aussi les forces russes de Wagner. Au sud, vous avez la République centrafricaine, avec qui N'Djamena cumule un certain nombre de tensions et où Wagner est là encore présent. À l'ouest, le Niger fragilisé et à l'est, le Soudan en proie à une guerre civile. Le Tchad est donc entouré, poursuit le spécialiste. La fragilité du régime a laissé la place à un pouvoir qui n'est pas favorable à la France. Paris n'a rien pu faire. Nous n'avons pas de moyens illimités. Une intervention française, même à la demande du Tchad, ne sera justifiée politiquement que s'il y a des soupçons avérés d'invasion ou de putsch, estime le général Testé. Même dans cette éventualité, il n'est pas sûr que l'opinion publique française soutienne une telle intervention et que le pouvoir politique prenne le risque d'intervenir. De fait, l'Élysée n'a pas ordonné d'action militaire pour répondre au putsch. Désormais, les forces hostiles à la présence militaire française ne sont plus seulement hors et à l'intérieur du pays, mais à la tête. 15 jours après l'arrivée au pouvoir du gouvernement de transition, le général en place a rompu les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 août, les militaires français quittent l'aérodrome de Moussoro dans lequel ils effectuaient une mission temporaire avec les forces locales. Une semaine plus tard, ils partent de Kondoul. Enfin, le 20 août, ils remettent la base de N'Djamena de l'armée nationale à l'armée nationale tchadienne. Le 1er septembre, Paris annonce la fin de l'opération au Tchad. Les forces françaises se sont retirées du Mali, du Burkina, puis désormais du Niger. Au Sahel, seul demeure le Tchad comme point d'ancrage. Or, ce pays connaît les troubles intérieurs depuis la mort de l'ancien président Déby et se trouve lui aussi confronté à un environnement instable lié à la situation en Libye et au Soudan. Maintenant, une présence militaire au Tchad demeure une priorité. La perte d'un tel point d'appui serait très lourde de conséquences pour l'ensemble de notre stratégie en Afrique, explique Didier Gros. Tu sais ce que tu viens de dire, ça te rappelle quoi, Tania? Je l'avais même dit. CN, tu te rappelles, non? La chaîne américaine CNM, moi, quoi là? CNM, c'est ça, CNM. Ils avaient dit l'année dernière que, ils avaient fait un reportage l'année dernière où ils disaient que le Tchad faisait le manin parce qu'ils étaient le dernier rempart de l'OTAN, de la force française. Non mais regarde, Tania, regarde, allons plus loin. Elle a rédigé ce livre en 2024. J'insiste toujours sur ce détail historique. 2024, on est d'accord. En fin d'année 2024, Mama Déby, Kaka Déby, rompt les accords de défense avec la France. Non, non, il faut qu'on respecte la chronologie, les étapes. Ne sautons pas. Quand elle rédige son livre, il y a encore une coopération entre la France et le Tchad. Nous sommes d'accord. Oui, oui, oui. Elle prédit cette séparation. Hein. Elle annonce cette séparation. Elle annonce. Tout ce qu'elle a annoncé là, c'est ce qui s'est passé au Tchad, hein, Tania.
Et les villes, je me rappelle, là où elle a dit, il y a les bases françaises, effectivement, il y a eu des cérémonies officielles là-bas pour que l'armée parte. Je me rappelle. Voilà. Tout ce que tu as lu là, c'est ce qu'elle a annoncé bien avant que ça se produise. Bien avant. Exactement. Mais sauf que Voilà. c'est la partie du général qui a fait le coup d'État qui n'a pas été. Voilà. Là, C'est juste cette partie. lui-même qui a fait. Voilà. C'est juste cette partie qui, dans ma tête, ça cloche, ça sonne encore un peu flou. Tu vois. Mais tout le reste, c'est ce qui s'est déroulé. La remise, tout s'est déroulé point par point comme la dame l'a si bien mentionné dans ce livre. De la virgule jusqu'au point. C'est ce qui s'est déroulé au Tchad. Ok. C'est la partie de... Mais le mouvement, les transformateurs dont elle a parlé aussi, le président est actuellement en prison pour tentative de coup d'État ou même de déstabilisation du pays. Donc, c'est le général seulement qu'on n'a pas vu. Mais le mouvement existe vraiment. Il appartient à Sucé Massara qui est en prison actuellement. Et la rupture des accords de défense du Tchad avec la France a été faite. Ils ont demandé à la France de quitter leur base. Et je me rappelle, il y a eu des cérémonies, oui, à la base du Djamena, à Kakwala. Il y a eu des cérémonies là-bas pour dire au revoir à la base française, aux Français qui partaient officiellement. Donc, ce scénario a eu lieu. Je vous rappelle. Ce scénario a eu lieu, sauf le côté où Kaka Déby est renversé. Mais ce scénario a eu lieu en 2025. Mais comment ça s'est fait qu'en 2024, elle a écrit le livre, il y avait déjà ce scénario. Les forces françaises sont parties quand? Ils sont partis en début de cette année, je crois fin janvier ou bien début février. Non. Regarde. Elle écrit le livre entre janvier et février 2024. Le Tchad annonce la rupture et dénonce les accords, si je ne me trompe pas, c'était le 1er septembre 2024. 9 mois après que son livre soit sorti. Et c'est en 2025 que la France quitte le Tchad. Tu comprends un peu, Tania? Donc ces événements se déroulent 9 mois après son livre. 9 mois après son livre, hein, 9 mois. Peut-être même 7, pour ne pas exagérer. Peut-être 7 mois après que son livre soit sorti. L'événement du Tchad s'est net déroulé comme elle a mentionné dans son livre. Patani. T'en parles. Désolé, je répondais à un message. Voilà. Donc, le livre d'Alexandra est sorti en mai 2024. J'ai même été clément pour dire 8 mois. Donc, elle annonce un scénario au Tchad en mai 2024 et ça se réalise net mai, août, septembre, disons 4 mois plus tard. vous allez comprendre maintenant pourquoi on est inquiet. Ce qu'elle a dit sur le Tchad, c'est réalisé. Mais sauf la partie où il y a eu un coup d'État contre Kaka Déby. C'est Kaka Déby même qui a rompu les accords. Ceux qui doutaient de la rupture des accords de défense de Kaka Déby, c'est confirmé. Je vous avais toujours dit que c'est vrai, vous avez douté, vous êtes sûr, tout, si, c'est confirmé. Les Français ont quitté la base, les bases françaises ont quitté les bases au Tchad. D'accord? On y va. Les 4000 militaires présents dans le pays sont redistribués. Écoutez très bien. Au Tchad, au Niger, il y avait 1500. Au Tchad, il y avait 4000 parce que là-bas, ils avaient plusieurs bases. D'accord? Et les 4000 militaires présents dans le pays sont redistribués majoritairement en Côte d'Ivoire.
et à Libreville. Sont redistribués majoritairement en Côte d'Ivoire et à Libreville. Le Sénégal qui donne des signes d'instabilité depuis la présidentielle de mars en accueille moins de 500. C'est-à-dire qu'ils accueillent moins de 500. Donc la plupart, les 3000 et quelques, sont distribués au Gabon et en Côte d'Ivoire. C'est le camouflet de taille pour Paris. L'exécutif français ne l'accepte pas encore. Mais les voix de plus en plus insistantes d'analyse signalent le risque de perdre ensuite la base de Dakar. Alors que Wagner a gagné en influence dans le pays. Hein? Il y a Wagner à Dakar. Déjà, au Tchad, la force paramilitaire a signé des accords de défense avec le pouvoir. Ah, il parle de... Ah oui, c'est vrai. L'influence dans le pays, c'est le Tchad, hein, en passant. Le Tchad. Ah, oui, c'est vrai, parce que avant les élections, là, à eux-mêmes qu'on dit qu'il y a des militaires, il y a des militaires russes qui sont descendus au Tchad, je me rappelle. Ça, c'était en mai. En mai. Oui, son livre est sorti quand? Tu as dit? Mai 2024. Attention, le livre sort en mai 2020, le 1er mai 2024. Mais les réunions, les interviews se sont déroulées bien avant mai 2024. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Parce que les élections présidentielles là-bas ont eu lieu en mai 2024. Et c'est en mai qu'il y a plusieurs médias internationaux qui ont dit qu'il y a un avion avec 100... Justement. C'est-à-dire que son livre... Voilà, son livre est sorti le 1er mai 2024, mais on sous-entend que les interviews ont eu lieu peut-être en janvier. En janvier, ouais, en janvier. Oui, en janvier. Voilà. Une seconde, Dani, une seconde, je vais juste prendre quelque chose. Je vais juste prendre mon porte-monnaie, il y a mon fils qui arrive. Alors, qui a écrit le livre? C'est Alexandra Saviana. C'est un livre qui date de 1er mai 2024. Médiatisé ou pas, bon bref, moi j'étais pas au courant de ce livre l'année dernière. Je l'ai su récemment quand j'étais au Mali, par mon frère d'armes, qui me l'a bien passé. Donc voilà. Tania, tu es là, vas-y, tu peux poursuivre. Au Tchad, la force paramilitaire a signé des accords de défense avec le pouvoir. Mais le problème, c'est que ce n'est pas avec le général, c'est avec Déby. D'accord? Elle doit toutefois composer avec sa perte de terrain sur les djihadistes au Mali. Dépassé par l'ampleur de ces multiples mouvements qui nouent des alliances et se partagent
Ah, quand tu fais le live, faut chasser les gens autour de toi, non? Ah, maintenant là, tu me donnes l'envie de partir. Aïe. Désolé, pardon, désolé. Il y a mon fils qui arrive, c'est ça que... Dépassé par l'ampleur de ces multiples mouvements qui nouent des alliances et se partagent les territoires, les mercenaires se sont repliés sur Bamako, passant davantage de temps à monter les opérations cyber qu'à intervenir militairement dans la zone. Alger, très inquiet de son instabilité, a placé plusieurs centaines d'hommes le long de sa frontière sud. Le pouvoir algérien discute régulièrement avec Paris. Écoute très bien la partie d'Annie. Le pouvoir algérien discute régulièrement avec Paris, Madrid, Rome, Rabat, du risque de déstabilisation djihadiste. Il y a des états tampons dans la zone parcourue par les djihadistes et la mer Méditerranée. Ni le Maroc, ni l'Algérie ne veulent voir des djihadistes évoluer sur leur sol. Avance le général François Chauvency. Les capitales européennes promettent de faire des concessions sur l'accueil des migrants et de juguler les flux. D'intenses négociations ont lieu à Bruxelles sur les répartitions de la charge migratoire. L'Italie, déjà surmenée par les arrivées en Méditerranée, refuse de prendre davantage part à l'accueil. Des dizaines de migrants sont reconduits à la frontière franco-italienne tous les jours. Dans les mois qui suivent, la situation ne va faire qu'empirer. Quelques semaines après ce que les médias qualifient de déroute française, au Tchad, le Sénégal demande également à Paris de quitter les lieux. On continue? Parce que le Sénégal a dit à Paris de partir. C'est que ça vient. Dani? Fermer leur base, non? C'est officiel. Mais le Sénégal n'avait pas fermé. Je sais pas. Hein. Je ne me suis plus renseigné là-dessus. J'avais complètement zappé cette information. Il a dit qu'il veut que l'armée française, l'armée soit à l'aise chez lui, son armée soit à l'aise chez eux comme cela, mais ils n'ont pas rompu, j'ai pas entendu qu'ils ont rompu les accords et demandé à ce qu'ils partent. Ah, je sais pas, j'ai pas encore vu cette information. Mais il faut préciser que l'information sur le Sénégal, le départ des troupes françaises du Sénégal annoncé par cette journaliste n'aura qu'effet, selon elle, s'il y avait un attentat. Il faut bien regarder la chronologie des choses. Exactement. S'il y avait eu l'attentat de l'ambassade de France et voilà. S'il y avait eu cet attentat que tu as lu dès le départ, le Sénégal aurait pris cette mesure. Maintenant qu'il n'y a pas eu d'attentat, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne sait. Nous observons juste la chronologie des choses, c'est tout. Vas-y, tu peux continuer, hein, pas de souci. Ok. Des dizaines de migrants reconduits des mois sur la situation. Voilà. De quitter les lieux. Désormais rodés. À ces départs successifs, les militaires français plient bagages et quittent le pays en moins d'une semaine. Les civils français sont également évacués en masse via les vols commerciaux. Alors que Paris conseille aux expatriés de quitter la région, le 6 septembre, la base de Ouakam est délaissée par les 350 militaires qui y résidaient. Le lendemain, ils vident le port militaire de Dakar. 2 jours plus tard, le commandement des éléments français au Sénégal n'en a plus que le nom. La Côte d'Ivoire demeure le seul pays où la présence française, bien que contestée,
est encore accueilli en Afrique de l'Ouest. Mais pour combien de temps? En cette fin septembre, en dépit de la rentrée scolaire, les événements du Tchad et du Sénégal occupent le devant de la scène. Un hebdomadaire français fait d'ailleurs sa une sur l'été des dominos. La question d'une disparition complète de la France en Afrique tourne en boucle sur les chaînes d'information en continu. Le débat fait rage, partagé en deux lignes. D'un côté, ceux qui voient le départ des forces françaises comme une évolution normale et l'aboutissement d'un processus de décolonisation. Le modèle d'expéditionnaire français a fait son temps, explique-t-il. De l'autre, ceux qui maintiennent que le départ est une catastrophe, qu'il faut à tout prix revoir notre modèle de coopération avec les États africains afin de rester dans la zone. Tania, je te propose que tu sautes tout le reste de la partie parce que ça devient un peu trop poète. Va directement au 21e siècle, les parties les plus intéressantes de cet article-là, s'il te plaît. 20e siècle, c'est la prochaine page. 21e siècle, c'est ça? Ok, on y va. 21e siècle. Où sont désormais les intérêts vitaux français? Mais personne n'est dupe. À l'heure où les paramilitaires russes et puissances économiques chinoises étendent leur influence en Afrique, où les forces djihadistes poursuivent leur avancée territoriale, ce départ est avant tout vu comme un échec français par nos alliés. Le scénario est double, explique Didier Gros. Ici, nous imaginons un effondrement des pays à la fois sous la menace terroriste et en même temps l'influence d'agents extérieurs. On se retrouverait évincé du jour au lendemain. Cela porterait un coup très dur dans toutes nos possibilités d'action en Afrique, puisque l'on se fonde essentiellement sur l'axe Sénégal, Tchad, Djibouti. La région devient de plus en plus instable. Au début du mois d'avril, le drapeau noir, quand tu partageais tapoté, écoutez bien ce paragraphe. Au début du mois d'avril, le drapeau noir des djihadistes ne flotte pas officiellement sur Bamako. Mais c'est tout comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, SCHIM, la junte n'a demandé, filiale d'Al-Qaïda a capturé le président de la junte malienne, Assimi Goïta. Ça, c'est dans les têtes. Hein. Voilà. Écoutez très bien ce qu'elle dit. Je répète. Elle dit au début du mois d'avril, le drapeau noir des djihadistes ne flotte pas officiellement sur Bamako, mais c'est tout comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JISIM, filiale d'Al-Qaïda, a capturé le soutien, a capturé le président de la junte malienne, Assimi Goïta. La junte n'a demandé aucune aide. La mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilité au Mali étant partie depuis 1 an, les djihadistes ont le champ libre. Nous pourrions être dans une certaine mesure dans un scénario Viet Minh du nom des paramilitaires qui luttaient pour l'indépendance au Vietnam dans les années 1940-1950. Imagine John Giffard. Une insurrection djihadiste contrôlait les campagnes au point de faire tomber les villes les unes après les autres. C'est par exemple ce qui est en train de se passer au Burkina ou au Mali.
15 minutes de Sikasso, la deuxième ville du Mali. Les villages sont complètement déserts. Il n'y a plus d'école, plus de mairie. C'est l'action des djihadistes. Les forces de Wagner, dépassées par la multiplication des attaques, ont laissé entrer les djihadistes dans le palais présidentiel. Les attentats pourraient se multiplier avant la chute finale de la capitale, poursuit l'expert de l'Institut Montaigne. Le message serait clair, vous ne contrôlez plus rien, nous attendons simplement que le fruit tombe. N'est-ce pas le scénario de novembre? N'est-ce pas le scénario qu'ils avaient préparé en novembre? En fait, on se retrouve dans un scénario où on t'explique que malgré la capture de son excellence général d'armée Assimi Goïta, il y aura une forte résistance. Exactement. Une très forte résistance. C'est ce qu'elle veut sous-entendre. Et c'est pour ça qu'elle dit, certes, ils vont capturer Assimi dans son palais, mais la ville ne sera pas encore tombée. C'est ce qu'ils avaient prévu. Mais Chouchou, si tu me laisses tomber, si tu me laisses continuer, il y a une phrase qui a été dite pendant la propagande. Attends. Ils ont dit, ils attendent simplement que le fruit tombe, n'est-ce pas? Ils ont dit aussi que la junte, toujours animée par un profond sentiment anti-français et anti-occidental, se refuse de demander de l'aide. Il serait très surprenant que la junte fasse appel à la France, confirme Djenebou Cissé, chercheuse à la Fondation pour la recherche stratégique, le FRS. Ces spécialistes du Sahel n'estiment ainsi pas l'impensable une prise de pouvoir du groupe du soutien à l'islam et aux musulmans, qui explique qu'elle dispose de soutien local et d'une influence politique, qui dispose d'un soutien local et d'une influence politique. Pendant la propagande, qu'est-ce qu'ils avaient dit sur les politiques? Dani? Pendant la propagande, ils disaient qu'il y avait une alliance entre les politiciens et les terreaux. Et de la société civile qui voulait que le pouvoir de Bamako tombe. C'est pas ce qu'elle est en train d'expliquer à la fin. Ton micro. Et c'est ce qu'elle explique, hein, de toute façon. Après, laisse-moi un peu, je poursuis vite la lecture. Et après, on va essayer de faire une analyse générale. On va aussi lire tout l'article. Alors, le 6 mai, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, est également fragilisée. Et là, il précise que Bamako sera fragilisé parce que le Mali est déjà tombé. Il faut comprendre ça comme ça. Voilà. Il finit à son tour par tomber sous la férule du GSIM. C'est elle qui le dit, hein. Nous nous orienterions vers un scénario à la libyenne, où différentes factions politiques se feraient concurrence dans une zone étendue. Reprend la chercheuse néanmoins. L'arrivée de ce nouveau sanctuaire terreau ne se fait pas en grande pompe, comme ce fut le cas en Syrie en 2014. Parce qu'ils ont prévu aussi quelque part un scénario syrien au Mali. On se rappelle. Ils ont prédit un scénario syrien ou libyen, que ce soit au Niger ou au Burkina. Bon, nous ne sommes pas dupes. À l'inverse des membres de l'EI en Irak et au Levant, les terreaux n'annoncent pas publiquement de califat. Les terreaux ont compris que mettre un drapeau noir ne servait qu'à une chose: ramener les forces militaires occidentales, explique Jonathan Guiffard. Ils ont compris qu'ils n'avaient aucun intérêt stratégique à faire ça. Des proches, contrôlés par de multiples mouvements terreau, accroissent chaque jour davantage leur influence dans la région. Ces multiples groupes, qu'il s'agisse du GSIM ou encore de Boko Haram
au Nigeria, qui a réduit mon volume. Oui. TikTok a vraiment essayé pour la même moi depuis là. Boko Haram, ne parviendrait pas à prendre le pouvoir l'un sur l'autre. Nous aurions alors une sorte de patchwork de territoires contrôlés par différentes factions. Des Européens, dont plusieurs Français, sont régulièrement pris en otage dans ces pays. Le 7 juillet, 3 journalistes français sont même pris en otage dans le nord de la Mauritanie, près de la frontière marocaine. Le pays, parvenu pendant plus de 20 ans à éviter la progression du terreau dans son désert, fait désormais face à de plus en plus d'incursions sur son territoire. Le Quai d'Orsay se démène pour négocier, mais la présence française de plus en plus réduite ne lui facilite pas la tâche. Après les militaires, l'économie a aussi déserté la zone. Plusieurs entreprises ayant plié bagages dans le sillage de l'armée ces dernières années. Washington, Paris, Rabat et Alger évoquent en coulisses l'éventualité d'une intervention militaire. Madrid, Rome et Londres songent à se joindre à la coalition. La possibilité est même envisagée au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais, la Russie s'y opposerait probablement avec un veto. Estime le général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire français. Ok. Les États-Unis, qui ont, malgré les changements de régime, établi et gardé le contact avec les juntes locales, transmettent du matériel militaire au pouvoir nigérian et ivoirien. Ces discussions se font sans la France, l'hostilité envers Paris étant jugée si forte qu'elle mettrait en péril toute discussion avec les pouvoirs régionaux. Alors que les terreaux s'étendent de plus en plus, donnant des signes d'avancer vers le Bénin, où sont encore présents des soldats français, dans le cadre d'accords de défense avec Porto Novo, la Méditerranée est confrontée à une poussée migratoire inédite. Le 3 septembre 2025, on est en 2025, 147 personnes meurent dans une embarcation au large de Gibraltar. Madrid et Rabat s'accusent mutuellement de ne pas les avoir secourus. La situation empire quand, un mois plus tard, un bateau contenant 276 migrants est obligé d'accoster à Ibiza. Des photos d'influenceurs et de touristes avec l'embarcation de fortune créent la polémique. Dans les capitales européennes, on commence à s'inquiéter d'un éventuel retour du terreau sur le continent. L'éventualité qu'un ou plusieurs terreaux se glissent parmi les réfugiés serait envisagée. Note Jonathan Guiffard. Le 31 octobre, les journalistes pris en otage au nord de la Méditerranée sont libérés contre rançon. Mais la bonne nouvelle est assombrie par un attentat dans une église à Rome. 2 personnes sont éliminées. Une touriste française et un prêtre italien. L'hypothèse d'un attentat organisé depuis le Sahel en fait, quand je continue comme délire, 2 personnes sont tuées. L'hypothèse d'un attentat organisé en Italie depuis le Sahel est considérée mais vite écartée. Il s'agit d'un loup solitaire, mais les capitales occidentales semblent de plus en plus pencher vers la possibilité d'une nouvelle intervention militaire ou au Sahel. Beaucoup justifient le fait d'abandonner militairement le Sahel en disant qu'aucun attentat n'est venu de là-bas, mais c'est une totale inversion de la causalité, estime Jonathan Guiffard. Quand la France est intervenue en 2013, nous avions 9 otages au Sahel. Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, songeait très sérieusement à frapper la France. Paris et Rome envisageaient une série de frappes ciblées, et ces dernières finissent par être décidées dans la foulée de l'attentat meurtrier de Dakar.
Grâce aux remontées de renseignements fournies, notamment par l'Algérie et le Maroc, Paris mène une opération à l'aide de l'aviation légère de l'armée de terre, réalisant plusieurs frappes à l'aide des hélicoptères d'attaque Tigre et Gazelle dans le sud Sahara. On ne pourra bombarder des zones comme le nord du Mali, qui n'existerait alors plus en tant que tel qu'avec l'accord de pays frontaliers, donc l'Algérie, accord d'Alger, à savoir l'Algérie, bien sûr, poursuit le spécialiste. En parallèle, une nouvelle coalition internationale se monte avec l'Algérie, Rabat et Rome. Londres et Washington aussi suivent la danse. Mais le temps de l'opération Serval est désormais loin, très loin. Sans ces bases permanentes, la France met beaucoup plus de temps à acheminer ses hommes et son matériel. Ses seuls points d'appui, les bases de Djibouti et de Libreville au Gabon, au sein desquelles sont stationnés environ 3500 soldats, sont très éloignés d'une zone d'intervention gigantesque. Dans cette configuration, la réponse occidentale risque d'être longue. Il faut imaginer une progression qui prendrait des mois comme cela s'est passé à Mossoul et à Raqqa avec l'EI. Rien ne sera facile, conclut Jonathan Giffard. Le 16 décembre, Paris et Washington annoncent à l'ONU qu'ils vont mener une opération militaire dans la région, donc au Sahel. Cette coalition of the willing ne s'embrasse ni de l'accord de Pékin, qui voit bien sûr ses investissements dans la région péricliter en raison de l'instabilité, ni de celui de Moscou, dont les forces paramilitaires sont empêtrées dans une guérilla avec les terreaux. Le grand intérêt de la communauté internationale est de préserver du terreau ou du djihadisme, parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça, les pays côtiers, d'éviter une contagion, note Benjamin Petrini. C'est notamment l'une des priorités des Américains et des Français. En dépit du coût que ce soutien entraîne, il y a fort à parier qu'il sera un point d'attention fort pour les 10 prochaines années. Le lendemain, dans une aube anormalement fraîche pour la saison, 50 membres des forces spéciales françaises sont dépêchés dans la plus grande discrétion au nord de Gao, au Mali. L'opération Liberté. L'opération Liberté commence. D'autres suivront. Donc d'autres opérations militaires suivront après l'opération Liberté. D'autres suivront, accompagnés de matériel et de soldats américains, italiens et anglais. Tous iront au Mali. Plus de 3000 militaires français feront leur retour au Sahel dans les 10 mois qui suivent. En fait, Tania, il t'explique que le seul moyen pour eux de revenir, si je m'en tiens à ce livre, le seul moyen pour la France de revenir, selon elle, se basait sur l'attentat à Dakar. Tu comprends un peu? La déstabilisation, l'attentat. Oui. L'attentat à Dakar allait permettre, selon elle, à Paris, pour une question de défense de leurs propres des intérêts personnels, de déployer une force militaire de 3000 hommes au Sénégal. Une fois fait, voyant le Mali sombrer dans le chaos, voyant Bamako encerclé par les terreaux, voyant des cibles, des citoyens, des innocents mourant, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina, la France, les États-Unis, l'Italie et l'Algérie allaient se réunir. Ils allaient discuter de la sécurité du Sahel. Ensemble, ils allaient voter une opération militaire qui allait passer par Tania. Il y a la carte dans le livre là. L'opération militaire de Gao dont parle le livre, c'est avec l'accord et la bénédiction de l'Algérie. Faut bien regarder la carte, Tania. Ils allaient traverser toute l'Algérie,
traverser les frontières de l'Algérie pour pénétrer Gao. Une fois les Français déployés à Gao avec les Américains, ils iraient jusqu'à Bamako demander au Terreau de signer un accord de paix. L'accord de paix, là, c'est avec qui qu'on signe ça? Avec l'Algérie. C'est écrit là-bas en noir-blanc, hein, Tania. Si tu as bien lu, si vous avez bien compris la lecture là. Donc, l'objectif, c'est de remettre à jour l'accord d'Alger afin de pacifier toute la zone, afin qu'il n'y ait plus d'attaque terreau. Donc le nord du Mali ne vous appartiendra plus, c'est terminé. D'ailleurs ils le disent même, ça ne sert à rien de frapper le nord, mieux aller au sud, parce que le nord c'est terminé. Le nord est envahi par les terreaux. Et ces terreaux là-bas, eux ils prendront leur indépendance et peut-être ils signeront des deals avec d'autres nations telles que l'Algérie. Maintenant le problème serait au sud, Bamako. Ils disent que pour que les pays côtiers ne s'embrassent pas, il faudra automatiquement neutraliser la menace à Bamako. Sauf qu'ils ne disent pas qu'ils vont attaquer les terreaux, Tania, à Bamako. Ils disent en noir sur blanc, ils vont déployer des forces spéciales, ils vont essayer d'apporter un accord de paix avec les terreaux. Donc il faut négocier avec les terreaux qui ont déjà arrêté Assimi, peut-être l'éliminer, et qui contrôleraient Bamako. Maintenant il ne restera plus qu'une zone. Sécuriser le Burkina, le Niger, l'axe Burkina, Niger, Bénin. Une fois dans le Mali tombe, le Burkina suit. Les forces américaines aussi seront déployées au Burkina, puis au Niger, pour sécuriser la zone. Et pour sécuriser ces zones, il faut réimplanter une base militaire. C'est logique. Il faudra réimplanter des bases. Et la justification vient de là, Tania. En fait, moi j'ai compris une chose à travers plusieurs choses, mais je vais m'en tenir à une. Tout ce scénario-là, hein, Tania, toute cette reconfiguration-là, est possible s'il y avait un attentat au Sénégal. Tu comprends un peu? Tout ça là, c'est possible, hein, imaginable dans leur tête, si le chaos se dessinait au Sénégal. Donc, leur retour là en Afrique, selon elle, hein, c'est pas Dani. Faut pas dire que Dani a dit, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas bien, parfois quand je m'exprime. Selon elle, Alexandra là, le retour de la France au Sahel passera par le chaos au Sénégal. Et ce serait un chaos contrôlé. Donc ils acceptent de perdre 42 Français pour un retour au sol. Point. Moi c'est comme ça que j'ai compris cette partie-là, Tania. Mais non, le reste qui s'enchaîne, ce n'est qu'une succession d'étapes. En fait, Tania, nous sommes dans un projet de déstabilisation. Tu es avec moi ou tu es distraite? Allô? Attends, il y a tellement de bruit. Attends, je rentre dans la chambre. Et Tania, on fait jamais le live quand il y a le bruit. Oh. Est-ce que vous comprenez en bas? Ce livre, ce n'est pas une prémonition. C'est un projet. C'est pour ça que je vous invite à lire ce livre. C'est un projet. Un projet peut échouer, mais l'idée reste. C'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris dans ma vidéo d'hier. Ils disent, ouais, mais tu souhaites le mal au Sénégal. Moi, j'ai quoi foutre de parler du Sénégal? Je parle du Sénégal combien de fois par an? Peut-être 2 fois. J'ai rien à foutre de parler du Sénégal, les gars. Moi, ça m'apporte rien de parler du Sénégal. Il n'y a rien de qui se passe là-bas que je vais activer ma caméra, je vais parler. C'est juste que je constate que ce livre, c'est un projet. Un projet de déstabilisation des pays du Sahel. Et moi, je suis désolé. Ce livre tourne autour de l'AES. Point. C'est l'AES qui est la cible. Pourquoi? Parce qu'elle a beau présenter... La cible, c'est l'AES. Oui, elle a beau présenter les attentats au Sénégal, elle a beau présenter ce qui se passe au Tchad, moi je trouve que c'était juste pour brouiller les pistes. Tu comprends un peu? C'était juste pour perdre un peu les gens de l'objectif. Parce que tout ça là n'a qu'un but. Attaquer le Mali, le Burkina, puis le Niger. C'est tout. Et quand vous lisez ce livre-là, ça me rappelle un peu ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit au sommet de l'AES, l'hiver noir.
me rappelle un peu ça. Parce que quand vous lisez de près ce livre, mais les gens vont mourir, hein. Les gens vont mourir. On ne parle pas d'une petite affaire, hein. On parle de l'embrasement total du Sahel. Il y aura des morts. Puisque elle-même le dit dans ce livre, Tania. Même après avoir capturé Assimi Goïta, la ville ne sera pas tombée. Pourquoi? Parce qu'il y aura une forte opposition. Il y aura une opposition, oui. Oui, il y aura une forte opposition face au terreau. Il y aura une guerre, il y aura une bataille rude. Peut-être qui va durer des mois. Oui, qui va durer des mois. Et pendant que cette guerre se déroulera, eux, ils vont mettre la pression à Assimi d'appeler la France. Sauf que selon eux, hein, Assimi ne le fera pas. Donc la bataille va durer. C'est eux qui le disent. Donc Bamako que vous voyez là en réalité, ils sont en train de nous expliquer que avec ou sans Assimi, les terreaux ne peuvent pas prendre Bamako. Parce qu'il y a déjà une forte opposition qui vient du peuple. 2, l'armée quelque part est derrière Assimi. Donc rêver d'un scénario où on verrait des barbus en moto ou en tank venir attraper Assimi Goïta, c'est un fantasme. Ça a toujours même été un fantasme, Tania. Mais ce qui interpelle, c'est qu'ils disent que ces terreaux seront aidés par les forces locales. Ils le disent. Ces terreaux seront soutenus par des forces locales. Peut-être des infiltrés. Mais c'est ce qu'ils avaient dit. Ils ont lancé la propagande sur Bamako. Ils ont dit certains politiciens étant en train de faire des alliances avec ces terreaux et des sociétés civiles, tout et tout. Mais après, ils ont dit que ces terreaux-là n'avaient pas, à la fin, ils ont dit les terreaux-là n'avaient pas la popularité auprès de la population malienne. Non, on dit Bamako parce que le pouvoir central, c'est Bamako. Ouais. C'est pour ça qu'on dit Bamako. C'est là-bas où est le pouvoir. Bamako tombe, c'est tout le pays qui tombe. Parce que toutes les décisions sont prises depuis Bamako. Assimi, il est entre Bamako et Kati. La base même du pouvoir du Mali, c'est Bamako. Tu veux faire chuter un pays, prends sa capitale politique. C'est de la géopolitique, non les gars? Pourquoi ça vous étonne quand on parle de Bamako? Tu veux faire tomber la Russie, prends Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est tout. Donc pourquoi est-ce que ça vous dérange? Tu veux prendre Paris, tu veux faire tomber la France, prends Paris. Tu veux faire tomber les États-Unis, prends Washington, d'ici. Qu'est-ce qui vous dépasse là-dedans les gars? On fait le coup d'État là, on renverse le pouvoir là où le dirigeant se trouve. Et maintenant, dès qu'on le renverse, on oppose une résistance face à ceux qui viendront le délivrer. Qu'est-ce qui vous étonne? Au Bénin, tu voulais faire tomber Patrice Talon, tu prends Cotonou? Tous ceux qui sont à l'extérieur de Cotonou, ils vont encore faire quoi? Rien. Vu que le pouvoir est tombé. Donc, faut pas qu'on vous leurre. Si on parle de Bamako, c'est parce que c'est le pouvoir central. C'est là où tout se décide. C'est où les décisions majeures sont prises. Si Bamako tombe, toutes les forces qui sont dehors de Bamako ne pourront rien faire. Elles seront complètement déboussolées. Que ce soit les femmes qui sont stationnées à Gao, à Tombouctou, que ce soit n'importe où, elles ne pourront absolument rien faire parce que le pouvoir serait tombé. Je pense que c'est assez clair. Donc c'est pour ça que nous parlons de Bamako. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu la crise de carburant, pourquoi ils ne parlaient pas du Mali? Pourquoi ils mettaient juste l'accent sur Bamako? Bamako est asphyxié, Bamako va tomber. Mais il n'y a pas les autres villes autour de Bamako? Ils ne parlaient pas des autres villes, pourquoi? Pourquoi on mettait juste l'accent sur Bamako? Parce que Bamako c'est le cœur. C'est le cœur de l'AES. Le cœur de l'AES à Bamako. C'est là-bas où tout a commencé, c'est là-bas où tout finira. Donc pourquoi ça vous choque? Oui. Oui, Tania, tu voulais dire quelque chose? Non, je dis qu'il ne faudrait pas que les gens soient étonnés parce que elle, ce qu'elle dit, c'est des scénarios qui sont en train de préparer, qui veulent mettre en place. Parlons de ce qui s'est passé au Tchad. Et dans quel coup, l'Algérie même dit qu'ils veulent trouver une solution au Mali. Pour tout ce qui se passe au Mali. Ça pour vous dire que dans ce plan de déstabilisation, vas-y. Tania, je ne te coupe pas. Moi, je n'ai jamais cru, je pèse mes mots, hein. Je n'ai jamais cru à la tension entre la France et l'Algérie. Moi là, tu m'as vu un jour en parler. Tu m'as vu faire une vidéo sur ça. Mais ce sont les meilleurs amis quand il faut revenir au Mali.
C'est ça la vérité. La France a besoin d'un appui au Sahel. Qui pourrait positionner la France au Sahel si ce n'est que l'Algérie? Sois un peu sérieux 2 secondes. Quand tu les vois là, oui, nous condamnons la France pour la colonisation, tout ça c'est du blabla, c'est des discussions inutiles. Quand il faut déstabiliser le Mali, ils sont comme ça. Moi, c'est ça que je regarde. Moi, je m'en fous de leurs problèmes là, de recolonisation. Nous-mêmes aussi, on a nos problèmes avec eux. Mais quand les gars veulent automatiquement que le Mali sombre, ils sont unis. Ils sont soudés. Là, ils deviennent les meilleurs amis. Ils oublient qu'ils ont même des mésententes sur certains dossiers. Non. Parce que le livre est clair, Tania. Ils disent, la France reviendra au Sahel et passera par l'Algérie pour pénétrer Gao. C'est-à-dire que l'Algérie donnera son feu vert à la France après des réunions au Conseil de sécurité. Et le seul pays, voilà les 2 pays, ils le disent, les 2 pays qui vont s'opposer à toute intervention militaire, c'est la Chine et la Russie. C'est eux qui le disent. Qui vont imposer leurs veto, qui ne seront pas d'accord. Oui, les 2 vont opposer leur veto, donc ils ne sont même pas sûrs qu'une telle opération... C'est pour ça que Tania lit bien la partie. La Russie va refuser une intervention militaire avec la Chine. C'est pour ça qu'ils vont mener une opération clandestine, sous silence. C'est écrit là-bas, c'est pas moi qui dis, Tania. Ils vont pénétrer Gao sous silence. Ils vont utiliser 50 forces spéciales qui sont déployées à Gao sous silence, traversant toute la frontière algérienne, passant par le nord du Mali en atteignant Gao. Ce serait une opération illicite qui n'a jamais été autorisée par l'ONU ni par qui que ce soit. C'est ce qu'elle est en train de dire. C'est que les Français vont arriver au Mali, personne ne sera au courant, avec les Américains, ils vont mener une opération militaire chirurgicale. Ils vont frapper Bamako, sans que personne ne soit au courant. Ça me rappelle un scénario, le scénario irakien. Lorsqu'on a dit, mais vous partez attaquer l'Irak, mais qu'est-ce qui vous garantit que ces gars-là ont des armes de destruction massive? Ah non, vous racontez des bêtises, nous allons intervenir. On leur dit, mais n'intervenez pas, on va intervenir. Aujourd'hui, nous voyons la réalité de l'Irak. Même scénario en Libye. Avant l'intervention en Libye, certains dirigeants disent non, ne le faites pas. Vous allez engendrer un problème au Sahel que personne ne pourra contenir. Obama a dit, lui, s'en fout. Objectif, c'est éliminer Kadhafi. Les conséquences sont là. Hein. Mais, Tania, la chose la plus triste, c'est que les gens ne peuvent ne pas aimer